plateau. Vous venez donc d'assister à cette cérémonie grandiose d'inauguration du grand musée égyptien du Caire. Le premier musée, on le rappelle, consacré à une seule civilisation. Les édifices se construisent en temps de paix et prospèrent grâce à la coopération entre les peuples. Ce sont les mots du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Alors forcément, on a vu le mot paix plusieurs fois dans cette cérémonie. On ne peut pas s'empêcher de penser à la situation au Proche-Orient. Oui, je pense que c'est quelque chose que le pouvoir affirme. Il est un acteur indispensable dans ce processus de paix. On l'a vu à Sharm el-Sheikh. Et c'est revenu plusieurs fois dans le discours du président al-Sisi. C'est un acteur incontournable et c'est un pays qui veut aussi peut-être dire au monde qu'il est stable et qu'il est en paix et que les visiteurs peuvent venir sans crainte. Parce que c'est aussi un message qui est lancé au monde à une période où le Proche-Orient est vraiment à feu et à sang, mais pas l'Égypte. Oui, il a parlé même de, je le cite, un oasis de stabilité, qualifiant son pays de porte-voix de la paix. Il n'a pas parlé très longtemps, al-Sisi, mais en 2 minutes, il a utilisé des mots assez forts, celui de paix qu'il a martelé à plusieurs reprises, celui d'amour aussi. Donc effectivement, je vous rejoins là-dessus, il a vraiment voulu montrer la place de l'Égypte comme un acteur de premier plan pour œuvrer justement à plus de stabilité à un niveau régional. Un acteur de premier plan, vous partagez aussi ce regard, Valentin ? Exactement, il l'a d'ailleurs souligné dans son discours, justement, la coopération et la collaboration entre les peuples. Il a souligné l'aspect de ce musée qui doit être un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Finalement, on le voit avec ce musée, cette délégation particulièrement importante, cette délégation étrangère, qui apporte le monde en Égypte et qui apporte également l'Égypte au monde. Donc on a vraiment peut-être un symbole fédérateur, mais aussi d'ouverture sur l'international. Avec cette image qu'on avait vue où ils expliquaient que chaque pays, chaque délégation avait eu une pierre à l'image de son pays et le président égyptien est venu poser la dernière qui avait la forme de l'Égypte pour vraiment lancer l'inauguration et l'ouverture de son musée. La symbolique est forte et on le rappelle, le président al-Sisi a aussi rendu hommage au Japon parce que le Japon, effectivement, il compte aussi dans l'égyptologie aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une coopération étroite, non seulement financière, comme je le rappelais au début de cette émission, mais aussi une coopération archéologique, de restauration. Des équipes de restaurateurs sont venues. Et pour l'anecdote, ils ont apporté leur savoir-faire, un savoir-faire ancestral, notamment pour transporter les objets très fragiles de Toutankhamon avec des feuilles d'or extrêmement précieuses. Eh bien, ils ont apporté un papier à base de mûrier qui est utilisé, un papier très fin, japonais, qui a protégé, on les a enveloppés, ces objets, donc un papier inconnu en Égypte, qui a permis le transfert sans danger de ces objets extrêmement fragiles. Donc c'est un savoir-faire ancestral, japonais, extrêmement précis, qui est aussi transmis à des restaurateurs égyptiens qui transmettront à leur tour aux générations futures. Donc le travail entre les différents égyptologues, aujourd'hui, il est important, on le voit là. Ah, complètement. C'est une science qui ne peut qu'avancer avec des coopérations et des collaborations entre générations, mais pour la transmission bien de la connaissance, mais aussi entre pays, entre universités, entre institutions culturelles. Louise, on le rappelle, ce musée, Abdel Fattah al-Sisi a parlé de dialogue. Ce musée, il a été aussi conçu pour que les scientifiques puissent venir y travailler tous ensemble. Oui, exactement, dans ces fameux laboratoires dont je vous parlais. Leur premier objectif, quand même, c'est que l'Égypte se réapproprie son patrimoine. Donc, c'est de former les générations de chercheurs, de scientifiques, de restaurateurs égyptiens. Mais évidemment, on imagine que l'égyptologie a besoin de toutes les forces possibles et de collaboration internationale. Et que donc, de nombreux chercheurs internationaux collaborent avec ces laboratoires. On a bien entendu que même les trésors de Toutankhamon ont encore beaucoup de secrets à nous révéler. Et on va revenir au cœur de cette cérémonie avec les différentes personnes, les différentes danses qui ont pu avoir lieu. Alors, on a vu effectivement au cours de la cérémonie des chants, des danses soufis, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Expliquez-nous un peu pour qu'on puisse se remettre un peu dans l'ambiance qu'on vient de quitter. Alors là, on a vraiment le pont justement entre le passé et puis
le présent, justement, avec ces danses soufis, qui sont des danseurs, vous voyez, qui tournoient, on l'a vu tout à l'heure, à en perdre presque la tête. Pour nous, en tout cas, en les regardant, mais ce n'était pas le cas pour eux. Et puis, il y a toute une symbolique religieuse derrière, justement, avec une main vers le haut, une main vers le bas. Et ça, on peut en voir régulièrement des spectacles au Caire, pour ceux qui s'y rendraient. Ça permet d'avoir un mariage ici culturel entre l'Égypte moderne, l'Égypte médiévale et puis l'Égypte antique. D'autres parties de ce spectacle, de cette cérémonie, vous ont marqué, Florence Quentin? Oui, moi j'ai beaucoup aimé cet enfant qui racontait l'histoire de son pays avec une lanterne. C'est-à-dire que c'est un enfant qui éclaire le monde, qui éclaire l'avenir et qui rappelle la bataille de Kadesh, la grandeur de Ramsès II. Et puis il finit par nous rappeler l'histoire de la découverte de la tombe de Toutankhamon, qui, pour les Égyptiens, a vraiment été faite par un jeune Égyptien qui était le porteur d'eau de l'équipe de fouilles et qui aurait déposé sa jarre dans le sol et qui aurait mis au jour la première marche de l'escalier qui conduisait à la tombe. Alors on dit que c'est une légende urbaine, mais j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur quand j'étais étudiante, donc il est depuis décédé, le dernier témoin de la fouille, de cette découverte de l'équipe de Carter. Et il affirmait que c'était bien lui qui était d'ailleurs le jeune homme qui porte ce pectoral, hein, cette photo d'Harry Burton qui a fait le tour du monde, hein, qui était le symbole, il avait presque l'âge du rôle. Et aussi, il affirmait, parce qu'on venait le voir pour ça dans sa cafétéria, que c'était lui qui avait effectivement été à l'origine de cette découverte. Louise, on a beaucoup évoqué la fierté d'un peuple aujourd'hui avec ce musée. On l'évoque aussi avec cette découverte de Toutankhamon. C'est très important aujourd'hui pour l'Égypte, ce qui se passe. Ah, c'est très important. Et puis là, on n'a fait que le rappeler. Cette cérémonie très belle a mis en avant vraiment tous les marqueurs de la culture égyptienne. Hein. Vous parlez de ces danseurs soufis, on a parlé de ce chanteur nubien, où ça a une symbolique aussi très forte. Hein. Les Nubiens, c'est ce groupe ethnique qui viennent du sud de l'Égypte, qui ont été les premiers habitants de cette vallée du Nil qui a été si féconde pour l'égyptologie, pour tout ce qu'elle a pu apporter. Donc, on voit qu'elle a été vraiment pensée pour à la fois raconter l'histoire d'un pays et l'emmener jusque... Moi, j'avais été marquée au début de la cérémonie par tous les clins d'œil internationaux. On a vu des joueurs d'accordéon à Paris, on a pu voir Rio. Enfin, voilà, c'était vraiment le monde qui se met à l'unisson de l'Égypte et des artistes égyptiens pour faire battre le cœur de ce grand musée égyptien. Valentin Boyer, encore une fois, c'est le monde effectivement qui est invité aujourd'hui au Caire en Égypte. Exactement, c'est le monde qui est invité ici à participer aux réjouissances justement, et j'imagine que cette cérémonie qui est grandiose, qui est phénoménale, insufflera ici de nouvelles vocations, certainement pour des jeunes enfants qui se destineraient plus tard à l'étude de l'Égypte ancienne, que ce soit à la fois en Égypte, hein, des Égyptiens, ou à la fois à l'étranger aussi, puisqu'ici, avec l'ouverture de ce musée, finalement, eh bien, on a aussi un catalogue d'œuvres qui s'ouvre ici à l'étude et qui viendront nourrir les travaux dans les prochaines années. Et vous parlez des travaux, donc ce qui me permet aussi de faire ce qu'on appelle une transition avec vous, Florence Quentin. Les travaux en ce moment sur l'Égypte, effectivement, ils sont nombreux et vous avez de quoi faire et de la matière. Oui, on a encore peut-être pour 200 ans de découverte. Hein. Je parlais d'un sol palimpseste, c'est un grand mot, mais c'est un sol qui révèle des pépites. Tous les 6 mois, on annonce de nouvelles découvertes de cercueils à Saqqara, etc. Et c'est un pays qui est extrêmement riche et qui a très, très bien conservé ses objets à cause du climat et puis du soin, comme vous le disiez, maniaque qui a été mis à la conservation, à tout ce qui a trait au funéraire. Donc, l'obsession égyptienne pour protéger le corps et pour ce grand voyage vers l'inframonde. Et ça, c'est ce que vous avez pu observer, Louise. Vous êtes partie, on le rappelle, faire un reportage pour France 24 sur place, dans ce musée. Vous avez pu aller dans les couloirs, voir toutes ces œuvres. Effectivement, elles sont bien mises en valeur, protégées, exposées. Il y a ces 12 galeries qui nous emmènent sur un parcours à la fois chronologique et thématique à la découverte. 100 000 quand même objets à découvrir et je crois qu'il y en a presque autant dans les réserves. Enfin, on parle d'une manne incroyable pour les égyptologues, pour les chercheurs, pour les restaurateurs. Et effectivement, on parlait de la grandeur du lieu, mais c'est aussi un endroit où chaque objet a sa place, où chaque galerie nous emmène à la découverte d'un pharaon ou d'une civilisation ou d'objets du quotidien. Hein. On parlait aussi de pouvoir essayer de faire ce voyage 3 millénaires en arrière
arrière, pardon, pour s'imaginer comment on vivait voilà, près du Nil il y a 3 millénaires. Et on vient de voir un défilé alors que vous parliez, les images, hein, on va aller voir justement le lieu. Vous y êtes allé sur place, on voit effectivement cette déambulation. Effectivement, c'est extraordinaire. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une prouesse, Valentin. Complètement, c'est une prouesse architecturale ici, puisque vraiment tout a été pensé. Mais là, d'ailleurs, on voit les escaliers ici à l'écran. Oui. C'est presque comme si on était à flanc de pyramide, finalement, pour découvrir ici l'histoire et avancer dans la chronologie. Je reviens sur cette visite, ou en tout cas vos premiers pas que vous avez eu la chance aussi de faire, Florence Quentin, dans ce musée. Qu'est-ce que vous en retenez? Quelles ont été vos premières impressions? Parce que vous avez eu la chance, contrairement à nous, d'y aller. Alors c'est vrai que ce qui est très impressionnant, c'est d'être accueilli par Ramsès II lui-même, avec ce colosse dont on dit d'un peu plus de 11 mètres de haut, et qui en plus a été un symbole très important pour les Égyptiens, parce que le pouvoir, après la révolution des officiers libres, l'indépendance de l'Égypte en 1952, Nasser a voulu que ce soit le symbole de l'indépendance de l'Égypte, et il l'a fait placer devant la gare centrale du Caire. Alors à peu près tous les Égyptiens, on peut dire, connaissent cette statue, mais elle subissait les vibrations, la pollution, le granit commençait à être attaqué, et il a fallu là aussi des moyens considérables pour le transporter en toute sécurité. Et quand il se mire dans un bassin, donc il y a de l'eau, et c'est très impressionnant d'être accueilli par l'un des plus célèbres pharaons de l'Égypte ancienne, parce qu'il a régné 60 ou 70 ans. C'était un grand maître de la communication, surtout. Il a essaimé des monuments dans toute l'Égypte. Il a usurpé pas mal aussi à ses prédécesseurs. Et il a fait une grande campagne de communication sur ses réalisations. Donc, pour le pouvoir et puis pour l'Égypte, c'est une manière de dire nous vous accueillons dans cette dimension, une dimension mythique, une dimension royale, une dimension de cette théocratie pharaonique. Et puis, il est dans la position traditionnelle, le pied gauche engagé. On dirait qu'il va venir vers nous. Hein. Il est dans un mouvement dynamique. Et c'est très impressionnant quand on rentre. Donc, une statue finalement familière pour tous les Égyptiens. Valentin, on a effectivement plusieurs pièces comme ça qui sont symboliques. Au musée ici? Oui, au musée. On a plusieurs. Il y en a d'autres pièces symboliques. Vous nous citer, oui. On a déjà évoqué celle justement pour le trésor de Toutankhamon, celle pour la barque royale de Khéops qui auparavant... Revenons sur cette barque justement, Valentin, parce qu'elle a été mise en valeur durant cette cérémonie. Alors on l'a vu aussi bien reproduite avec dans le ciel par les drones, et on l'a vu en vrai avec les images. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, ça permettra d'avoir une nouvelle perception de cette barque-là et de la grandiosité de l'Égypte pharaonique, puisque c'est quand même extrêmement rare, il faut le savoir, pour des civilisations si vieilles, finalement, si anciennes, eh bien, d'avoir des objets dans des matériaux organiques tels que le bois ici. Donc là, c'est du cèdre, du Liban et de l'acacia. Et puis, finalement, c'est aussi un éloge de l'égyptologie égyptienne, puisque cette barque a été découverte, comme le disait plutôt Florence Quentin en 1954, par un Égyptien, Kamal Al-Malar, et qui ensuite a été remontée tel un puzzle pendant 10 ans, puisqu'elle était entièrement démontée. Il faut savoir que c'est constitué à peu près de 1224 morceaux de bois, qu'il a fallu ensuite remonter tel un puzzle gigantesque pour des adultes confirmés. Impressionnant, parce qu'effectivement, ça, pour le coup, c'est un travail effectivement minutieux. Complètement, et ça a demandé 10 ans à un Égyptien, Ahmed Youssef Mustafa, pour remonter cette barque. Donc là aussi, c'est un éloge du savoir-faire et j'entendais dire pendant la cérémonie, je me trompe peut-être, mais qu'il n'y a pas de clous qui reliaient Effectivement, oui. C'est essentiellement un système, il me semble, de tenon et mortaise, si je ne dis pas de bêtises, et puis de cordes. Alors, les cordes, pour la plupart, sont visibles actuellement, mais dans l'Antiquité, tel que ça devait être fait, elles devaient être invisibles de l'extérieur. Donc, tout un savoir-faire. Et effectivement, on a pu entendre aussi au cours de cette cérémonie toute une aventure, en tout cas un fantasme poétique autour de cette barque. Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce qu'elle pourrait signifier? Alors la question, il y a plusieurs hypothèses. Du point de vue symbolique et religieux, le pharaon, à l'instar du soleil qui parcourt le ciel diurne et nocturne, il s'associe au soleil, Ré, dans son voyage pour accéder à l'immortalité. Et on pense qu'il s'agit d'une barque dite solaire pour gagner son éternité, pour accompagner le soleil Ré.
Mais on a donc, on le voit d'ailleurs sur ces images, on a découvert une autre barque avec des éléments, des cordes, donc ces planches qui sont en train d'être restaurées, et avec des traces d'usure sur les rames. Et sur les anneaux de métal. Et la question, c'est qu'il semblerait qu'elle ait servi. Donc, est-ce qu'on est dans la symbolique pure ou est-ce que réellement ces barques ont navigué? Vous restez avec nous, on va prendre la direction du Caire où nous attend notre correspondante Mathilde Delvigne. Mathilde, vous avez assisté à cette cérémonie. Le pari est réussi pour le président Sisi. Oui, alors malheureusement, nous les journalistes, on n'a pas pu assister directement à la cérémonie. On pouvait seulement regarder sur des écrans ce qui se passait, mais c'est vrai qu'on a pu au moins voir les feux d'artifice, par exemple. Et oui, c'est sûr qu'une fois de plus, le président Sisi a frappé fort, comme pendant donc le défilé des momies en 2021. Son objectif, c'est sûr, c'est de marquer les esprits, de montrer une image de l'Égypte moderne. D'ailleurs, on a vu pendant la cérémonie qu'il en a profité pour, par exemple, diffuser des images de la nouvelle capitale, par exemple. Donc c'est voilà tous ces projets qui veulent que le président veut montrer une image, oui, vraiment moderne de l'Égypte. Ils espèrent qu'avec cette cérémonie, ils vont attirer près de 5 millions de touristes supplémentaires. D'ailleurs, pour les accueillir, il y a donc l'aéroport de Sphinx à 20 km qui a été inauguré en 2022. Et puis, on peut le voir déjà maintenant, vraiment le quartier tout autour de ce musée et des pyramides. Il y a eu de nombreux travaux, de nombreux axes routiers aussi ont été complètement rénovés ou construits. Oui, pour accueillir donc voilà les futurs touristes que l'Égypte espère recevoir grâce à ce musée et cette inauguration. Merci à vous, Mathilde. On revient en plateau avec vous, Louise. Mathilde vient d'évoquer effectivement les enjeux touristiques pour l'Égypte aujourd'hui et ils sont importants. Oui, parce qu'on parle beaucoup de culture, et c'est essentiel et c'est le premier objet de ce musée. Donc, il y a évidemment un projet culturel, mais il y a des enjeux économiques. On rappelle quand même le coût de ce musée, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc, quand on met cet investissement dans un tel lieu, il faut avoir un retour justement sur investissement. Et ce musée fait partie d'une stratégie pour attirer le tourisme plus vaste. Il y a cet aéroport Sphinx qui a été construit, qui est à quelques kilomètres des pyramides de Gizeh et du grand musée égyptien. Donc clairement, pour l'Égypte, le but est d'attirer de plus en plus de tourisme. On a parlé donc de 5 millions supplémentaires grâce au GEM et qui devrait permettre à l'Égypte de se relancer économiquement après une baisse de fréquentation très forte, notamment à cause des tensions internes et dans la région, évidemment. Le musée comme pôle d'attractivité, Florence Contain, est-ce que c'est déjà ce que vous avez pu voir puisque vous y êtes rendue ? Oui, déjà en 2024, ouverture partielle donc, du musée, la fréquentation était déjà importante, mais encore assez fluide. Là, je pense qu'avec ces cérémonies, on va avoir un afflux de touristes. Et ce que vous disiez, effectivement, est renforcé par le fait qu'on va avoir ce nouvel aéroport à peu près 30 km. Et en quelque sorte, on va attirer un tourisme ou un touriste différent qui va venir pour le musée, les pyramides et Saqqara. Voilà. On va dire presque uniquement pour ça, et qui ne fera pas forcément le voyage sur le Nil dans la Haute-Égypte, entre Luxor et Assouan, par exemple. C'est un autre tourisme, et peut-être un tourisme aussi qu'on veut développer à partir de la mer Rouge, qui est un tourisme balnéaire, et on pourra proposer, si je puis dire, un package pour la journée avec ce nouvel aéroport. Donc ce qu'on comprend aussi finalement, Valentin, c'est que tout est fait aujourd'hui pour attirer de nouveaux touristes. Complètement, et cet effort-là n'est pas seulement concentré que sur le Caire, il faut aussi souligner l'ouverture d'autres musées récemment en Égypte. Donc il y a ici maintenant le GEM au Caire, mais justement vous parliez des stations balnéaires sur la côte de la mer Rouge. Donc il y a le musée aussi d'Hurghada qui a été ouvert il n'y a pas si longtemps que cela. Il y a le musée de Luxor qui est extrêmement joli. Donc on a des beaux musées, le musée de Saqqara aussi qui est très beau à 25 km au sud-ouest du Caire. Donc voilà, c'est vraiment un dynamisme que l'on peut observer sur l'ensemble du territoire égyptien, et peut-être que le point d'orgue de ce dynamisme-là se trouve justement au Caire avec cette ouverture du GEM. Cette ouverture du GEM, vous l'avez suivi, cette ouverture du grand musée égyptien, je vais le dire comme ça pour nos téléspectateurs, c'est mieux. Vous avez pu la voir et il y a des chiffres un peu vertigineux, on le rappelle.
Autour de cette ouverture, on rappelle 1 milliard d'euros de budget, 20 ans de travaux. La première pierre, ça remonte quand même à 2002. Donc, comme je le disais, l'histoire de ce musée, c'est une épopée en soi, avec énormément d'obstacles sur le parcours. On va rappeler quand même que donc ça commence en 2002. C'est un chantier pharaonique. Arrive le printemps arabe qui met tout un peu en pause. On a ensuite vécu à l'échelle de la planète, mais l'Égypte aussi, la pandémie de Covid-19 qui a suspendu complètement les travaux. Ensuite, énormément de tensions en interne en Égypte et puis au niveau régional, qui fait qu'on a mis quand même 20 ans à voir ce musée sortir de terre. Et je rappelle cette comparaison avec la grande pyramide de Khéops, qui a mis autant de temps à voir le jour, 5 millénaires avant. Ce musée, Florence Quentin, il était très attendu, je suppose, au niveau du milieu de l'égyptologie. Comment, en fait, vous avez discuté de l'émergence de ce musée effectivement, il est sorti de terre en 20 ans. 20 ans, oui. C'est beaucoup, mais comment vous en avez parlé entre vous ? C'est vrai qu'on a aussi suivi tous les aléas de l'histoire. Et il a bien fallu s'adapter. Mais pendant ce temps, les travaux continuaient et les premiers objets étaient transférés. On ne voyait pas tout le travail on voit maintenant le résultat final. Mais il a fallu transférer ces objets extrêmement fragiles, extrêmement lourds. Et le travail continuait. Et il y a eu effectivement des collaborations entre les pays pour préparer ce que l'on voit aujourd'hui. Donc pendant tout ce temps, quand même, le travail a continué, la collaboration, les musées sont venus, les différents musées qui ont des collections égyptologiques, donner des conseils aussi, discuter, échanger. Et ça sera aussi le cas, comme vous le disiez, à travers les nouveaux laboratoires de pointe. Et puis, à travers l'auditorium, la salle de conférence, on va pouvoir organiser de grands colloques, de grandes conférences internationales pour échanger nos hypothèses et nos connaissances. Et c'est intéressant ce que vous dites, Florence Quentin, parce que ça va dans le sens effectivement de ce qu'a expliqué Abdel Fattah al-Sisi en parlant de coopérations qui doivent se poursuivre. Valentin, c'est ce qu'on voit aujourd'hui encore. Ah oui, complètement. Et c'est des coopérations qui vont perdurer notamment dans le contexte muséal, c'est-à-dire en musée pour tout ce qui est présentation des œuvres, conservation, restauration, puisque quand on conserve des œuvres, il faut pouvoir les faire perdurer, les transmettre dans le meilleur état possible pour les générations suivantes. Mais cette coopération aussi prend place sur le terrain. On peut évoquer les différentes concessions de fouilles, qu'elles soient égyptiennes, égypto-étrangères, seulement étrangères. Et donc, il y a toute une coordination à avoir, justement, pour faciliter la recherche sur le terrain et la découverte de nouvelles choses, puisqu'il faut avoir aussi à l'esprit que l'on a simplement effleuré, finalement, l'histoire de l'Égypte ancienne. On a 4000 ans, plus de 4000 ans d'histoire à comprendre sur des plans économiques, religieux, médicaux, domestiques. Donc, le travail est immense. C'est passionnant. Ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, on est finalement qu'au début, on n'a touché qu'une infime partie de cette histoire, Florence Quentin. Oui, tout à fait. C'est ce que je précisais tout à l'heure. On a 200 ans au minimum de découvertes devant nous. Et puis, ces collaborations, elles sont extrêmement fructueuses. Tous ces chantiers de fouilles qui essaiment tout le territoire égyptien, où les Égyptiens sont vraiment partie prenante. Et c'est un travail où on fait des découvertes, alors pas l'équivalent de la tombe de Toutankhamon, parce qu'on a l'impression qu'on va trouver une tombe de Toutankhamon tous les 10 ans. Peut-être qu'on n'en retrouvera jamais de cet ordre, mais comme le rappelait Valentin Boyer, tout ce qui est de l'ordre du quotidien, tout ce qui est de l'ordre de la vie, de l'organisation, de l'administration, toute la littérature, on peut dire, notamment si on peut citer Der El Médine, qui était le village des ouvriers, où on a retrouvé énormément de documents qui nous renseignent sur l'organisation des équipes, sur la vie quotidienne de cette communauté d'artisans. Et ça, c'est pour nous, entre guillemets, dans les poubelles de l'histoire, c'est aussi précieux que le trésor de Toutankhamon. Et Louise, qu'est-ce que vous avez retenu justement quand vous avez fait ce reportage dans ce musée des pièces? Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Moi, je crois que c'est les images qu'on est en train de voir. C'est ces sarcophages que j'ai pu voir de près, et ces couleurs qui sont quasiment intactes. Mais
ce qui m'a marqué, on en parle régulièrement là, c'est cette fierté des Égyptiens. Vraiment, que ce soit le directeur du musée qui me disait le grand musée égyptien est notre cadeau au monde. C'est ces mots-là qu'il a employés. Je trouve que c'est assez touchant. À l'émotion de cette conservatrice restauratrice qui me disait le temps qu'elle a passé sur ces sarcophages et de savoir qu'ils vont être présentés au public, a fortiori dans son pays, et pouvoir être exposés. Vraiment, je sentais une fierté assez émouvante. Et pour aller dans votre sens, effectivement, Abdel Fattah al-Sisi a parlé d'un joyau pour cette histoire. Et d'ailleurs, l'appellation du Grand Egyptian Museum, donc le Grand Musée du Caire, en anglais, si on regarde l'acronyme, c'est GEM, GEM. C'est un joyau, rien que le titre déjà nous donne une petite indication de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc c'est inestimable, en clair. Oui, cette réalisation est inestimable. C'est pour ça qu'on a autant d'émotions à l'ouverture de ce musée. Et puis réunir, on en a parlé, réunir autant d'objets qui étaient dispersés dans toute l'Égypte ou qui étaient remisés et que nous-mêmes n'avons jamais vus. C'est vraiment une prouesse. Et puis il y avait le défi patrimonial, le défi économique et le défi architectural. Je trouve que cette architecture, on pouvait en douter, elle s'intègre parfaitement au lieu. Et donc, c'est effectivement une grande réussite. Une grande réussite. Valentin, quel regard vous portez sur finalement cette prouesse architecturale? Beaucoup d'émerveillement, une envie pressante d'y retourner. Certainement au printemps prochain, donc je vais y faire un tour et un long tour, peut-être sans pause déjeuner, pour profiter de chaque minute. Il faut un peu de temps, il faut dire. Il faut du temps, oui. Non, mais vraiment, ça m'intéresse énormément, puisque là, on aura des objets aussi qui seront très bien exposés, normalement, très bien éclairés, donc avec vraiment une exposition réfléchie, pensée. Bien évidemment, je retournerai aussi au musée Al-Tahrir, parce que celui-ci continue d'être ouvert. On l'appelle désormais le vieux musée. Le vieux musée, voilà. Mais il continue d'être ouvert avec aussi des objets. Tout n'est pas parti au GEM. Donc là, vraiment, on a deux possibilités. Ici, il y a un musée qui est presque dans son jus, du début XXe siècle, qui avait ouvert en 1902. Et là, celui-ci, avec des méthodes de présentation ultra modernes. Louise, cela fait de l'Égypte, finalement, un lieu incontournable aujourd'hui. Oui, et notamment par la modernité de ces installations. Donc on le voit, le musée, de ces laboratoires. Moi, j'avais une question pour vous, parce que je me suis posé la question quand j'étais sur place, que je découvrais un peu ces nouvelles technologies, la 3D, l'imagerie infrarouge. Qu'est-ce que ça permet de découvrir qu'on ne pouvait pas découvrir il y a quelques années encore? Qu'est-ce qu'on apprend sur les pièces quand on utilise toutes ces nouvelles technologies qui sont... Beaucoup de choses. Alors, ça dépend si l'on fait ces études-là sur des pièces, disons, dans des matières organiques ou inorganiques, donc des matières qui se détériorent avec le temps, telles que les tissus humains pour des momies, ou le bois, ou par exemple des objets réalisés en végétaux, ou alors en matière inorganique, par exemple les pierres, calcaires, granit, etc. Eh bien, les analyses nous apportent des indications, notamment, par exemple, pour les momies, l'utilisation des onguents. Donc, on va pouvoir avoir une meilleure lecture, une meilleure compréhension des ingrédients qui ont été utilisés dans des cadres médicaux, pour déceler la raison de la mort de telle personne quand on étudie une momie, ou son alimentation par l'étude des dents, par exemple. Pareil pour les objets en polychromie, donc recouverts de couleurs, étudier justement la composition de ces pigments. Est-ce que celle-ci a changé avec le temps ou pas? Ou alors justement savoir si derrière ces couches de pigments, est-ce que l'on avait un ancien dessin? Est-ce que l'on a fait quelque chose par-dessus? Pareil pour les œuvres gravées, est-ce qu'on a regravé quelque chose? Et ça avait été souligné tout à l'heure par Florence Quentin, justement ces cartouches qui sont réinscrits sur des cartouches antérieures. On a le cas régulièrement, notamment avec Ramsès II, qui s'est employé royalement, sans faire de jeu de mots, à réutiliser des objets antérieurs, ce qu'on appelle des remplois, et y a posé son cartouche dessus. Donc attention, quand on lit les hiéroglyphes, ne pas se fier qu'au cartouche qui est apposé. Regardez stylistiquement si ça correspond bien à la période. Il y a aussi les analyses ADN. Oui, tout à fait. Valentin aurait pu en parler, il allait en parler peut-être. Je parlais de la chronologie. Aujourd'hui, on pense savoir, par exemple, de manière à peu près sûre, que Toutankhamon était le fils du pharaon Akhenaton, lui-même fils d'Amenhotep III. Et voilà, on a à peu près la généalogie
de cette époque, très, très discutée, très controversée, et grâce aux analyses ADN, alors qu'ils sont, on pense parfois que l'ADN est corrompu, les momies ont été déplacées, touchées, mais on va au cœur des tissus, au cœur des os, et on peut établir donc des généalogies. C'est très éclairant. On sait aujourd'hui que Toutankhamon, donc, est bien le fils d'Akhenaton et d'une femme qui pourrait être la sœur utérine d'Akhenaton ou peut-être une cousine germaine. Florence Quentin, merci. Je rappelle vos 2 ouvrages, donc l'Égypte ancienne, vérité et légende aux éditions Perrin. Merci également à vous, Vincent Boyer. Merci, Louise, de m'avoir accompagnée pour cette édition spéciale. Autour du monde se poursuit dans quelques instants.